4e édition de Metro News pour la semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver. Au sommaire de l'actualité, plus d'une centaine de personnes ont été tuées lors des affrontements entre gangs rivaux à Cité-Soleil, selon l'ex-maire de cette commune, Esaïe Bochard, qui affirme que la situation est catastrophique depuis la reprise de cette guerre entre GPEP et G9. Aucun camion n'a pu faire le plein au terminal pétrolier de Vareux ces derniers jours en raison des affrontements entre bandes rivales. Des pompes à essence n'ont pas été approvisionnées, ce qui provoque déjà une nouvelle pénurie de carburant au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le Parlement kényan a approuvé ce jeudi le déploiement des policiers en Haïti. Selon l'expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis, le vote du Parlement kényan rend caduque la plainte déposée par le chef de l'opposition du Kenya. Chef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme annoncé en titre, les nouvelles violences à Cité-Soleil ont fait plus de 100 morts et de nombreux blessés, indique l'ex-maire de cette commune, Esaïe Bochard. C'est un véritable massacre, dit-il, précisant que des milliers de personnes ont fui par la route de l'aéroport Esté-Montpellier. Les violences concernent Cité-Soleil et une partie de la plaine du cul-de-sac. Des personnes ont été atteintes par balles perdues jusqu'à Montpellier. Selon M. Bochard, les gangs de chiens méchants de la Croix-des-Missions et de Brooklyn ont lancé des offensives contre les territoires autrefois contrôlés par Isca. Il faut souligner que les forces de l'ordre sont intervenues hier mercredi afin d'empêcher l'incendie de l'hôpital de Fontaine. Toutefois, M. Bochard regrette que les unités de la police ne soient pas restées sur place pour protéger les habitants. En raison des affrontements entre les gangs rivaux à Cité-Soleil, aucun camion n'a pu faire le plein au terminal pétrolier de Vareux ces derniers jours. Des pompes à essence n'ont pas été approvisionnées en raison de la reprise de la guerre des gangs dans ce vaste bidonville de la capitale. Une situation que déplorent des chauffeurs de camionnettes. Ils se plaignent d'avoir passé toute une journée dans des pompes à essence sans pouvoir faire le plein. De longues files de véhicules sont remarquées dans les rares stations-service qui distribuent de l'essence. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Une fois de plus, la rareté des produits pétroliers revient dans l'actualité et des consommateurs en quête d'essence à cet effet ne ménagent pas leurs propos. Il y a les choses qu'on va gagner, chaque fois comme si vous avez un bon petit soulagé et les ça nèg créer pour écraser. Parce que si on dit que ça c'est nèg en bac pas d'accord gaz mouti. Mais l'État lui-même contrôle dans le pays. Qui ça? Est-ce que c'est l'État ou bien c'est nèg nous? Et ça me besoin de connaître. Parce que si je paye taxe, imaginez, je fais plaque, je fais vignette, je fais assurance. Je peux faire un service. L'État n'est pas pour qu'il y ait l'État service seulement. Vous comprenez? Imaginez, regardez depuis qu'il aime là, mes soleils levé sur mes soleils, presque couché sur moi, là, beaucoup de gaz. Toute machine, ça, là, longtemps, beaucoup de gaz. Mais je n'ai une réponse de l'État lui-même, qui ça décide de faire avec nous-mêmes, peuple. Vous comprenez? Parce que nous là pour vivre, nous si vous vivez, nous devons vivre, vous ne pouvez pas pour nous vivre comme ça, il faut que nous dégagions. Pour mettre la vie normale, certains apparemment étaient au courant de ce problème public qui affecte au plus haut point la vie nationale, alors que pour bien d'autres, c'est une surprise de mauvais goût. En bas, on peut être full, même fermé, même. Il y a la garde, ma panne gaz, la garde, passer foutu gaz, la garde, on a pas pour plan film. Bah, on ça passe pour ça. Je ne sais pas si je suis gaz parce que je besoin de gaz. Je ça passe. Je ne connais pas si le gaz bloqué par gaz parce que je vais mettre machine, moi, c'est pas mon gaz. Même quand moi j'ai dit que je ne peux pas faire. Tout hier, tu as un petit gaz, après ça a pris un petit gaz. Maintenant, nous tous dans l'arrière, dans le gaz, on va joindre. Une autre catégorie va droit au but en ce qui concerne cette rareté. C'est une situation qui ne fait que confirmer l'irresponsabilité des autorités étatiques, ont-ils expliqué. Nous pas dans l'État, parce que l'État là, son l'État fatraque là, pas dans l'État. Si dans l'État, c'est normal, pas de bouteille ça, mais pas dans l'État dans le pays. N'a pas acheté gallon gaz à $120. Et puis le gaz a monté encore. Mais on a une crise gaz encore là, journée aujourd'hui. Nous avons ça pour faire dans le pays. Il était $114, qu'on a vendre 120, nous pas gagner. Là, regardez pour un petit gaz pour l'État qu'on gagne, il va pas gérer pour gagner normalement pour d'abord sécurité. Bon, j'ai dit vraiment, c'est cause sécurité qui fait le baguette là. Vous comprenez? Mais nous obligés, de dire si j'ai une sécurité,
t'as bien gaz. C'est sécurité qui pas gain. L'État a arrêté l'abdomen, chef la police a dormi, premier ministre a dormi, tout le monde a dormi, pas gain, qu'a fait. Un peu partout dans la capitale, la rareté des produits pétroliers commence à se faire sentir. D'ailleurs, il y a de nombreuses pompes à essence qui ont fermé leurs portes et celles qui fonctionnent jusqu'à maintenant disposent uniquement du diesel. Donc c'est déjà un véritable casse-tête pour des chauffeurs de taxi-moto, des chauffeurs de tap-tap et ceux qui ont des véhicules privés. Donc la situation commence à se compliquer. De longues files d'attente sont remarquées dans les stations de pompes à essence et jusqu'à présent, selon les dernières informations, c'est dû par rapport aux affrontements qu'il y a entre les groupes armés. D'ailleurs, des chauffeurs ne veulent pas risquer leur vie en allant chercher les produits pétroliers car on se rappelle l'histoire, il y a de nombreux chauffeurs qui ont déjà laissé leur peau et jusqu'à présent, cette situation perdure. Il y a trop d'insécurité dans les zones où la livraison des produits pétroliers est faite. Donc, il y en a qui demandent à l'État haïtien d'assumer sa responsabilité en vue de permettre la circulation des produits pétroliers. Car à la fin, à l'approche des fêtes de fin d'année, ce n'est pas possible que ce problème continue. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Autre point de l'actualité, le Parlement kényan a donné son feu vert jeudi au déploiement de milliers de policiers en Haïti. Cette décision intervient dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU, malgré les nombreuses critiques émises. La vice-présidente parlementaire Gladys Boss-Soleil a déclaré « les oui l'emportent » après avoir demandé aux élus de voter à haute voix. Cependant, le déploiement demeure en suspens en attente de l'examen d'un appel par la Haute Cour de Nairobi. Un opposant a contesté la constitutionnalité de la mission, soulevant des doutes quant à sa légitimité. Alors qu'avocats et juges s'installent à la Haute Cour de justice, c'est la surprise. Ils apprennent que des débats sont en cours à l'Assemblée nationale pour autoriser le déploiement de policiers kényans en Haïti. Laissez-moi juste vous expliquer pourquoi, d'un point de vue humanitaire, nous devons envoyer nos officiers de police en Haïti dès que possible. Chère Présidente, notre pays a déjà fait de nombreuses missions dans des pays où nous n'avons aucun lien, ni concernant la couleur de peau, ni la religion, mais nous l'avons fait. Ceux qui sont pour, dites oui. Ceux qui sont contre, dites non. Le oui l'emporte. Suivant. Ce vote est pour l'instant invalide. Un recours a été déposé devant la justice pour questionner la constitutionnalité de ce déploiement. Lors de l'audience, le juge annonce qu'il rendra sa décision le 26 janvier. Cet opposant dénonce l'action de la majorité présidentielle. Malheureusement, cela expose ce gouvernement comme étant un gouvernement qui ne respecte pas l'état de droit, qui ne respecte pas la Constitution. Cela confirme également que le président William Ruto est une marionnette des États-Unis, car même la demande qui a été donnée via les États-Unis ne vient pas du peuple haïtien. Au Kenya, les voix contre le projet se multiplient. L'image de la police impliquée dans de nombreuses violences est écornée. Beaucoup n'ont pas confiance. Cet homme a été blessé par un projectile tiré sans raison en juillet dernier et reste handicapé. Comment faire respecter les droits de l'homme? On ne sait pas qui aller voir pour ça. Je ne saurai jamais si ce policier sera sanctionné ou s'il va juste garder son poste. La police ne se comportera pas bien en Haïti. Des accusations que le gouvernement n'a pas souhaité commenter. Le déploiement initialement prévu en janvier prendra du retard. En attendant, l'opposition a annoncé qu'elle continuera à lutter contre. Le Parlement kenyan a approuvé ce jeudi l'envoi des troupes kenyanes en Haïti. S'agit-il d'une excellente nouvelle pour Haïti? L'expert en relations internationales et l'ancien diplomate Pierre-Antoine Louis est sur le plateau de Métropole pour répondre à ces questions. Bonsoir Pierre-Antoine Louis, merci de votre disponibilité. C'est avec plaisir. Alors, comme on le disait tout à l'heure, le Parlement kenyan a approuvé l'envoi des troupes en Haïti. S'agit-il d'une excellente nouvelle pour Haïti? Première chose, il y a une nuance. Ce n'est pas le Parlement kenyan plutôt dans son ensemble. C'est l'Assemblée nationale qui est la chambre basse du Kenya, qui est équivalente à la Chambre des députés haïtienne. Le Sénat kenyan doit maintenant se prononcer. Donc c'est une nuance que je devais signaler ce matin à la radio, que je n'avais pas fait. Okay. Donc il reste encore cette étape à parcourir. Donc
dans ce sens, le chemin est à moitié parcouru. Donc il reste encore la moitié du chemin au niveau du Parlement kényan, dans la mesure où c'est un Parlement bicaméral, n'est-ce pas, à 2 chambres, donc une chambre s'est prononcée. Maintenant, je me dis, en tant qu'analyste, que le président Ruto n'aurait pas décidé de déployer les policiers kenyans s'il avait le moindre doute que le Parlement dans son ensemble, dans ces 2 chambres, dans son sens bicaméral, aurait approuvé, n'est-ce pas, la décision. Donc, mais il reste encore cette étape à parcourir. Maintenant, bien entendu, il y a le litige autour de cette question, donc je laisse ça pour le moment. J'imagine que vous avez une question en ce sens. Donc, est-ce une bonne chose pour Haïti? Maintenant, bon, dans la mesure où Haïti a sollicité, n'est-ce pas, le déploiement d'une force multinationale, que le Conseil de sécurité avait approuvé cette requête le 2 octobre dernier par la résolution 2699. Donc c'est une autre étape qui est franchie. On est plus près que plus loin. Donc dans ce sens, c'est une bonne nouvelle pour Haïti, absolument. Mais il reste encore du chemin à parcourir. Alors, on allait justement vous demander que se passera-t-il si l'équivalent du Sénat haïtien décide de ne pas voter favorablement au déploiement des troupes kenyanes en Haïti. Bon, dans la mesure où l'article 240 de la Constitution kenyane exige l'approbation du Parlement, donc le Kenya ne pourrait pas commander la mission. Donc tout n'est pas encore gagné. Oui, bon, le Kenya ne pourrait pas commander la mission, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de mission, parce que le premier paragraphe numéroté, après les considérants de la résolution 2689, dit un pays prend la tête de la mission. Ce n'est pas dit le Kenya. Comme quoi, si ce n'est pas le Kenya, personne d'autre. Est-ce que ça sous-entend que s'il ne s'agit pas du Kenya, il y aura un autre pays pour prendre le leadership de cette mission? Je suis confiant en tant qu'analyste que les États-Unis d'Amérique feront de leur mieux plutôt pour trouver un pays qui prendrait le commandement de la mission. Mais on n'en est pas là. Il y a des étapes qui sont en cours. On attend que les étapes suivent leur cours. C'est juste pour expliquer le cas de figure que ça n'aboutirait pas. Donc, si ça n'aboutissait pas, les États-Unis auraient à trouver un autre pays. Le Conseil de sécurité des Nations Unies aurait à trouver un autre pays. Alors, je dis les États-Unis parce que c'est les États-Unis qui, avec l'Équateur, pilotent ce dossier au niveau du Conseil de sécurité. Alors, nous savons que l'opposant kényan, Ekuru Aukot, avait déposé une plainte à la Haute Cour de justice kenyane. Est-ce que la décision du Parlement kényan, c'est-à-dire de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale plutôt, comme vous venez de nous l'expliquer, est-ce que la décision de l'Assemblée nationale va tout de suite révoquer, on va dire entre guillemets, la décision que devrait prendre la Haute Cour de justice kenyane? Non, parce que, n'est-ce pas, il reste encore le Sénat. OK? Maintenant, à supposer que le Sénat voterait à l'affirmative. Oui, comme c'est le cas pour... Voilà. Maintenant, on prend la question. OK, donc, je ne suis pas expert en droit kényan, mais je vais dire ceci. Il existe un principe de droit, une doctrine qu'on appelle, dans les pays anglophones surtout, parce que je suis inscrit au barreau de New York. C'est diplomate américain. Oui. Ouais, bon, c'est le système que je connais le mieux. Dans ce système-là, il existe une doctrine qu'on appelle la doctrine de question politique. C'est-à-dire que les tribunaux ne doivent pas s'immiscer dans les affaires politiques. La décision de déployer des forces kenyanes dans un pays est une décision du pouvoir exécutif kényan. Certainement, après approbation du cabinet ministériel, du Conseil de sécurité et maintenant du Parlement. Une fois cette étape franchie, mais il n'existe absolument aucune question de droit qu'un tribunal doit trancher. Maintenant, ça, c'est un principe. Donc, pour moi, avocat et aussi diplomate qui comprend que la diplomatie, dans tout pays du monde, est la chasse gardée du chef de l'État. Aussi simple que ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que le chef de l'État a un blanc-seing pour faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut.
Mais normalement, les tribunaux n'ont pas à statuer sur une décision exécutive relative, n'est-ce pas, à la conduite des relations extérieures ou étrangères, si vous voulez, d'un État. En l'occurrence, le Kenya. Donc, selon moi, si le Sénat kenyan vote à l'affirmative, il n'existe plus de contentieux pour le tribunal kenyan sur lequel le tribunal kenyan devrait statuer. Mais semble-t-il qu'aujourd'hui, après ce que j'ai lu dans la presse, le tribunal de première instance qui est chargé du dossier a décidé de proroger, enfin bon, de la date du 23, si je ne me trompe, janvier 2004, dans, on va dire 2 mois. 2 mois 8 jours, 2 mois 9 jours, 2 mois 8 jours, pour statuer. Maintenant, le tribunal aussi n'a pas à regarder ce qui se passe au Parlement. Le tribunal fait son travail. Donc le tribunal, probablement le juge a maintenu l'injonction selon laquelle les troupes ne seront pas déployées, enfin bon, les policiers ne seront pas déployés, ou bien que le Kenya ne déploieront aucune force dans aucun pays du monde, en attendant que cette question soit entendue et traitée et dans son intégralité. Donc, le tribunal ne regarde pas ce qui se passe au Parlement. Mais je me dis qu'une fois le Sénat kenyan, que le Sénat kenyan approuve, n'est-ce pas, la décision du président, pour moi, il n'y aura plus de contentieux. Mais si, dans le cas kenyan, ce n'est pas le cas, et le tribunal, nonobstant la décision des 2 chambres du Parlement à l'affirmative, décide de statuer sur la décision, je me demande sur quelle base ce serait fait. Je ne vois pas comment le tribunal peut apposer ce qu'on appellerait un veto sur une décision de l'exécutif dûment approuvée par le pouvoir législatif, les 2 branches politiques, n'est-ce pas, du gouvernement kenyan. Et qu'est-ce que le tribunal viendrait faire dans une question politique? Donc si c'était aux États-Unis, par exemple, une fois que le Sénat, parce qu'aux États-Unis, c'est seul le Sénat qui ratifie, une fois que le Sénat ratifie une décision, maintenant, les tribunaux n'ont pas, surtout dans la conduite des affaires étrangères des États-Unis, le tribunal n'a pas à prendre une décision quelconque. Donc, dans ce contexte-là, là où je suis admis au barreau, je serais confiant que le Sénat américain ayant approuvé la décision du président, donc le tribunal n'a pas à statuer, n'a que prendre acte de la décision du Congrès, n'est-ce pas, et puis le vote serait passé, on va dire. Mais exactement. Mais maintenant, dans le cas du Kenya, je suis un peu perplexe, sauf de dire que le tribunal fait son travail, poursuit son chemin. Pourquoi dans 2 mois, 9 jours, je ne comprends pas trop. Je ne sais pas s'il existe au Kenya une procédure selon laquelle le président kenyan, au regard de l'urgence qui existe en Haïti, pourrait demander au tribunal de statuer, enfin bon, de ramener le cas en fait dans quelques jours ou peut-être dans quelques semaines au lieu de 2 mois et 8 jours. C'est un peu curieux quand même. Et ça risque de retarder un peu les préparatifs, enfin bon, pas les préparatifs, mais le déploiement. Parce que, au fait, en même temps que ces 2 étapes politiques et judiciaires se poursuivent, le Kenya a déjà sélectionné le commandement de son contingent. Les policiers sont même en train d'être formés. Il est même bruit que la semaine prochaine, des officiels kenyans arriveront en Haïti pour discuter avec leurs homologues haïtiens sur les voies et moyens, l'accord de siège, les règles d'engagement, où est-ce que les troupes seront, les policiers seront logés, cantonnés, quelle sera enfin bon, si vous voulez, la méthodologie d'interaction, les modes de liaison entre la police nationale d'Haïti et la force multinationale. Donc tous ces préparatifs se poursuivent. De toute façon, depuis le 2 octobre que le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2699, dans le meilleur des cas, le déploiement ne serait pas
ne serait pas fait. Parce qu'il existe des prérequis, par exemple. Des étapes à suivre. Le nombre de pays qui vont contribuer, parce qu'il n'y a pas que les 1000 Kenyans, il y a d'autres pays qui sont en train de manifester leur volonté de contribuer. Justement. Et il faut connaître le nombre de pays, n'est-ce pas, pour ensuite passer à l'étape budgétaire. Justement. Absolument. Ouais. Le ministre Kenya avait bien souligné la dernière fois. Oui, oui. Et l'étape logistique, parce que là, maintenant, il y a d'autres pays qui vont aussi nécessiter l'appui des États-Unis, par exemple, pour que les troupes soient transportées ici en Haïti. Donc il y a tous ces aspects qui continuent. Mais maintenant que le tribunal a prorogé sa décision jusqu'en janvier, ça risque quand même de retarder un peu. Bon, on va voir. Il pourrait s'agir notamment de la formation continue du magistrat, puisque la raison évoquée la dernière fois, c'était que le juge chargé du dossier était en formation. Donc c'est peut-être que la formation durera plus longtemps. Bon, si je peux me permettre un commentaire, semble-t-il que dans cette affaire, les Kenyans sont un peu comme nous. Hein. Ouais. Après tout, nous sommes des Africains. Ouais. Nous sommes des Africains. Semble-t-il que, bon, au Kenya, ils sont tout aussi, bon, ils sont un peu coquins comme nous. Ils veulent leur part du gâteau. Par exemple, M. Raila Odinga, qui a perdu les 3 dernières élections présidentielles, qui, nonobstant, mettent les gens dans les rues pour faire du tapage, ils ne voulaient pas les faire aller. Et puis, du style, ne voulaient pas les faire aller comme on fait en Haïti. Vous avez des gens qui sont allés au tribunal pour commencer un litige. Bon, au moins, là, il y a il faut au moins relativiser parce que au moins les opposants ont utilisé la voie de la loi. Alors, nous, on incendierait des pneus et ainsi de suite. Mais semble-t-il qu'ils sont quand même un petit peu aussi coquins que nous. J'allais justement vous demander, puisque c'est sûr que l'opposant kenyan, je parle des Kourokotes, savait que c'est l'Assemblée nationale qui prime. Alors pourquoi déposer une plainte à la justice, sachant que la décision revient à l'Assemblée nationale kenyane? C'est ce qu'on appelle en français, n'est-ce pas, un pavé dans la mare, c'est ça? Donc ils mettent des bâtons dans les roues, il fait tout ce qu'il veut faire, tout ce qu'il peut pour retarder, pour causer des problèmes au gouvernement. Et aussi, il fait la politique. Il pourra dire, quand le président Ruto voudra briguer un second mandat, et il dira que voilà, j'étais là pour défendre le Kenya. J'étais là pour défendre le Kenya. Quand il voulait envoyer nos troupes mourir en Haïti, un pays qu'on ne connaît même pas, qui est de l'autre côté de l'Atlantique, alors que nous sommes dans l'océan Indien. Où les gangs pullulent notamment. Exactement, nous sommes limitrophes à l'océan Indien. Qu'est-ce qu'on était parti faire là? Ainsi de suite. Bon, voilà, maintenant, c'est de bonne guerre. C'est ça la démocratie. La démocratie est difficile, elle est complexe, elle est souvent chaotique, mais c'est la démocratie, c'est comme ça. Et si un jour, nous, Haïtiens, pour moi, ce que nous devons apprendre de cette expérience du Kenya, c'est de ne jamais plus nous mettre dans cette situation qu'on aura besoin de quelqu'un pour venir nous secourir. Et puis là, maintenant, on est obsédé. OK? Bon, moi, Haïtien, je analyse. Ben, j'attends, je suis. Chaque échéance, je veux savoir, mais qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe? Ainsi de suite. Et aussi, ce matin, j'ai reçu des photos, n'est-ce pas? Et même des vidéos de petits Haïtiens et de petites Haïtiennes, des enfants qui ne comprennent même pas ce qui se passe, effrayés. Surtout dans les bras de leur maman, je ne vois pas les papas, je ne comprends pas. Bon, ça c'est un autre problème. Donc, quand on voit ces situations où la police était en train de tenter de retirer ces enfants, si vous voulez, de les évacuer de l'hôpital. De l'hôpital Fontaine de Cité Soleil, je vous parle. Dans l'unité de néonatologie. Et des enfants dans leur incubateur et tout ça. Et vous entendez des gens en train de tirer sur l'hôpital, mais nous sommes devenus quoi, au fait? En fait, quel est notre problème? Nous sommes en guerre avec nous-mêmes. Oui. Et puis là, maintenant, on demande à un autre pays de venir nous secourir. Et le pays, dans ce pays-là, les gens se demandent, mais pourquoi notre gouvernement est en train de faire ça? Donc, ils ont le plein droit de le faire. Donc, dans l'enfer que nous nous trouvons en Haïti, ils tentent de venir pour nous aider à nous en sortir, absolument.
Mais ils doivent quand même répondre aux exigences juridiques et politiques de leur pays. Et c'est de bon droit. Ce qui est normal. Alors, on attend la prochaine étape qui est, on espère évidemment, l'approbation, du moins le vote en faveur de ce déploiement du Sénat. Et on va parler de l'équivalent Sénat haïtien. C'est justement ça, la prochaine étape. Bon, je ne veux pas que les gens pensent que je suis une espèce de, comme on dit en anglais, cheerleader. Je suis quelqu'un qui milite pour qu'il y ait une intervention internationale en Haïti. Comment dirais-je, je reste dans mes limites d'analyste. Mais ce que je sais de la responsabilité de la communauté internationale de protéger ses enfants, au regard de l'incapacité ou l'insuffisance de moyens des forces de sécurité haïtiennes pour rétablir l'ordre dans la cité, je pense qu'en tant qu'être humain, nous sommes quand même interpellés par les souffrances de ces gens-là. Maintenant, vous et moi, nous ne sommes pas sortis de l'auberge, on doit rentrer chez nous ce soir, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a des compatriotes qui vivent des situations encore pires que celle à Cité Soleil. Absolument, dans laquelle nous vivons. Et moi, je suis père de famille, j'ai 2 enfants, et j'ai vu ces enfants qui sont absolument innocents, qui ne comprennent rien de ce qui leur arrive, dans les bras de leur maman. On ne voit même pas les papas d'ailleurs. Et c'est quand même, on doit se poser la question, qu'est-ce que nous sommes en train de nous faire? Pourquoi cette guerre interhaïtienne? Donc la communauté internationale nous regardant pour dire, est-ce que ces gens sont des sauvages, finalement? Donc, on ne peut pas... Vous voyez, si on a un brin d'humanité, on doit vouloir que quelle que soit la force humaine qui peut contribuer à ce que ça cesse, que ça cesse. Alors vous et moi, et notamment tous les Haïtiens qui nous regardent, ne veulent que le rétablissement de la sécurité en Haïti. Merci Pierre-Antoine pour ces éclairages. Tout le plaisir pour moi, même si le sujet est vraiment triste par rapport à notre pays. En effet. Voilà, c'était avec nous l'ancien diplomate américain et l'expert en relations internationales, Pierre-Antoine. Avec lui, nous avions parlé du vote favorable d'une partie de l'Assemblée kenyane qui a approuvé le déploiement des troupes kenyanes en Haïti. Le président de l'Assemblée générale de l'ONU, Denis Francis, effectuera une visite à Port-au-Prince le 20 novembre prochain. La visite de l'ambassadeur Francis s'inscrit dans le cadre des relations entre l'organisation et Haïti, soulignant l'importance de l'interaction internationale dans la résolution des défis auxquels le pays est confronté. La visite pourrait offrir l'occasion de discuter des mesures prises par l'ONU pour faire face aux défis sécuritaires et financiers actuels en Haïti, ainsi que de renforcer la coopération entre l'organisation internationale et Haïti. Il faut préciser que cette visite sera effectuée alors que les Nations Unies doivent rendre publique à n'importe quel moment la liste des personnalités qui seront sanctionnées. La députée des Français établis en Amérique latine et Caraïbes promet de défendre la cause de ses compatriotes vivant en Haïti. La parlementaire Éléonore Carrois se dit consciente de la crise sociopolitique et sécuritaire que connaît actuellement le pays. Selon elle, la communauté française n'est pas à l'abri de cette situation chaotique. Elle a fait cette déclaration lors d'une interview exclusive accordée à Métropole dans le cadre de son passage en Haïti. Par rapport à la communauté française, moi je suis pleinement engagée pour qu'elle puisse être dans un climat de sécurité, dans un climat d'ouverture, pour qu'elle puisse voyager, pour qu'elle puisse être, comme je vous le disais, ouverte sur le monde. Donc tout ce qui est dans mon pouvoir, tout ce que je peux faire comme transmission d'informations pour que cette crise puisse se résoudre, pour que ces nombreuses crises qui se superposent, politiques, économiques, sécuritaires, et qui ont un impact direct sur la vie des Français d'Haïti, mais pas que des Français d'Haïti, de tous les Haïtiens et de toutes les personnes qui sont dans ce pays, vous pouvez compter sur mon soutien et sur mon engagement. Et je reprends le mot, Haïti n'est pas un détour. Vous avez rencontré la communauté française vivant en Haïti avec toutes les difficultés que nous connaissons, politiques, mais aussi et surtout sécuritaires. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces Français? Qu'est-ce qu'elles vous ont dit, ces Françaises, faisant face à cette crise multiple que vit Haïti aujourd'hui? Déjà, elles m'ont dit qu'elles aiment ce pays, qu'elles sont heureuses d'être ici,
et que ce pays, c'est aussi chez eux. Alors, il y a des gens qui viennent d'arriver, mais il y en a beaucoup qui sont là depuis des décennies, même des générations, et qui sont très profondément attachés à ce pays. Et ensuite, elles m'ont dit que malgré le contexte, malgré les difficultés, elles n'ont pas peur et elles ont envie d'avoir de l'espérance et de croire que les choses vont aller de l'avant. Alors, c'est pas toujours facile d'avoir de l'espérance quand on est dans un climat aussi complexe, mais c'est quand même ce qui ressort des échanges que j'ai pu avoir. Et on fait des petites choses. Vous savez, quand on s'était parlé il y a quelques mois, le lycée français, on venait d'avoir l'annonce qu'il allait réouvrir. Et moi, j'ai eu la chance ce matin de visiter ce lycée français qui existe, pareil, depuis des décennies, depuis un demi-siècle, et de voir des élèves qui sont là. Alors certes, pas nombreux. Certes, on aimerait qu'ils soient encore plus nombreux, mais de pouvoir leur dire que la France est là, qu'elle soutient ce lycée, qu'elle a envie de le voir prospérer, qu'elle a envie de voir beaucoup d'enfants courir dans ses cours de récré, et ben, c'est un message important et un message que moi je transmets et que je suis là pour relayer. Et vous savez, la France a un impact sérieux, une grande influence dans la politique haïtienne. C'est toute une histoire, vous savez. Et est-ce que vous pensez que votre voix sera écoutée au Parlement français suite aux doléances que vous avez reçues ici des Français vivant en Haïti? Alors ma voix, oui, elle est écoutée et en tant que parlementaire, on a plusieurs leviers d'action. Moi, je suis vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères et ce que je peux vous dire, c'est que depuis que j'ai été élue, moi, en tant que députée et vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, on n'a jamais autant parlé d'Haïti à l'Assemblée nationale française. Alors, c'est pas que moi, mais j'y contribue pleinement. On a fait une table ronde sur Haïti. Je reçois des associations, des ONG, des représentants, l'opposition, les uns, les autres, etc. Parce que je pense que le plus important, c'est qu'Haïti ne tombe pas dans l'oubli, qu'on parle d'Haïti. On n'a pas de... Moi, j'ai pas personnellement une solution. J'aimerais bien, hein, mais c'est pas le cas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment une volonté de vous accompagner, de vous aider à trouver les solutions qui sont nécessaires. Un dernier petit mot aux Français, Françaises vivant en Haïti. Donc maintenant, avant de partir, Madame la députée. Qu'ils peuvent compter sur mon engagement, sur ma détermination et qu'ils peuvent compter sur leur pays, qu'ils peuvent compter sur cette communauté que je viens de voir très diverse, très soudée et qui, malgré toutes les difficultés, est très heureuse d'être ici. Et puis on parle à présent d'infrastructures. Le mauvais état des routes est une source de préoccupation pour les automobilistes qui ne cachent pas leur frustration par rapport à cet état de fait. Que ce soit à Delma, à Pétionville, à Frères, entre autres, le constat est le même. Chaussées défoncées, flaques d'eau en plein milieu de la route, poussière, détritus, bref, le tableau est alarmant. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Le mauvais état de la plupart des tronçons de route laisse à désirer et fait perdre non seulement du temps, mais aussi de l'argent. Nous ne voulons pas parler dans ce reportage ni de l'insalubrité, ni du laxisme des autorités face aux étalagistes qui s'installent n'importe où, mais de préférence de la situation des routes dans l'aire métropolitaine. Les unes sont certainement dans un état plus lamentable que les autres. Qui n'a pas l'habitude d'emprunter l'autoroute de Delma? Qui ne garde pas en tête un mauvais souvenir de cette autoroute, que ce soit à l'entrée de Delma 48, à l'entrée de Delma 64, entre autres? Hormis les étalagistes qui occupent une bonne partie de la chaussée, les chauffeurs de transport en commun qui stationnent n'importe où et en toute quiétude. Un peu partout dans l'aire métropolitaine, bon nombre de tronçons de route sont en très mauvais état. Chaussées défoncées, flaques d'eau en plein milieu de la route, poussière, bref, embouteillage et anarchie. C'est une situation préoccupante, que ce soit à Delma, à Pétionville, à Frères, le mauvais état des routes. D'ailleurs, des automobilistes, que ce soit des chauffeurs de tap-tap, de taxi-moto, des véhicules privés, entre autres, ne cachent pas leur frustration, leur mécontentement par rapport aux différentes routes de la capitale qui sont totalement en mauvais état. Il y en a qui s'interrogent sur les différents travaux du ministère des Travaux publics, Transport et Communication. Il y en a qui s'interrogent sur les travaux des différentes mairies de la capitale. Mais selon les constats, il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'il y en a qui ont tenté de tirer la sonnette d'alarme en ce qui concerne le mauvais état des routes. D'ailleurs, il y a un pile machine qui crasait par rapport à route qui pas bon du tout. Il y a un accident qui fait surtout le soir. Les chauffeurs apprennent route pour la première fois, ou bien même si chauffeur là habitué à faire route là, mais par rapport à un trou qui est dans route là, par rapport à une machine qui a crasé. Donc la situation devient de plus en plus préoccupante et jusqu'à présent, du côté des autorités étatiques, le constat est toujours le même.
Donc, en effet, il y en a qui estiment que la réhabilitation de quelques tronçons de route de la capitale, ce n'est pas trop demandé. L'État haïtien peut assumer cette responsabilité de la part de nombreux observateurs, notamment du côté du ministère des Travaux publics, Transports et Communications. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Voici le rappel des titres à la une de ce soir avant de refermer ce journal. Plus d'une centaine de personnes ont été tuées lors des affrontements entre gangs rivaux à Cité-Soleil, selon l'ex-maire de cette commune, Esaïe Bochard, qui affirme que la situation est catastrophique depuis la reprise de cette gare entre GPEP et G9. Aucun camion n'a pu faire le plein au terminal pétrolier de Vareux ces derniers jours en raison des affrontements entre bandes rivales. Des pompes à essence n'ont pas été approvisionnées, ce qui provoque déjà une nouvelle pénurie de carburant au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le Parlement kényan a approuvé ce jeudi le déploiement des policiers en Haïti. Selon l'expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis, le vote du Parlement kényan rend caduque la plainte déposée par le chef de l'opposition du Kenya. C'est la fin de Métro News. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous demain. Restez sur Métropole. Bonsoir.